Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Le sommet sur la sécurité maritime, financé et organisé sur fonds propres par le Togo, divise la classe politique. En effet, beaucoup de Togolais ont du mal à comprendre pourquoi le gouvernement togolais débourse plus de 5 milliards de nos francs, tel que le gouvernement le dit, et 13 milliards de nos francs selon les indiscrétions, pour l'organisation de ce sommet, pendant que l'économie du Togo est au rouge et les hôpitaux et autres structures sanitaires manquent cruellement de matériel technique. Une grande partie du peuple délaissé a de la peine à trouver un repas par jour. Climat politique morose, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, voilà les conditions dans lesquelles le Togo abrite ce sommet sur la sécurité maritime. Et de tout ce qui précède et face aux tristes réalités que vivent les Togolais, l'on s'interroge. Que cache exactement la tenue de ce sommet pour le Togo? L'opposition, pour des raisons qui lui sont propres, décide du boycott de ce sommet. Les raisons du boycott de l'opposition tiennent-elles la route? Quelle retombée économique pour le Togo après ce sommet? Amis auditeurs branchés sur Canal K et nos radios partenaires, nous allons en parler avec nos invités ici dans la diaspora et au pays. Nous accueillons tout de suite en première ligne en direct depuis Lomé, Sir Adomayakpo, analyste politique. Sir Adomayakpo, bonsoir. Bonsoir, chers gens citoyens d'État, et puis bonsoir à tous les frères citoyens d'État de la diaspora. Eh bien, vous êtes analyste, consultant politique, concepteur de la plateforme de discussion L'Idéal Togolais. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Eh bien, le sommet sur la sécurité maritime au Togo divise la classe politique. Vous êtes bien informés que nous, on l'espère, si vous êtes sur le terrain. Alors, l'opposition, pour des raisons qui lui sont propres, décide du boycott de ce sommet. Alors, les raisons du boycott de l'opposition tiennent-elles la route, Sir Adomayakpo? Écoutez, pour moi c'est simple. Au départ, l'idée même de ce sommet ne me paraissait pas outre mesure déplacée. Bon, mais lorsque j'ai vu tous les milliards diluviens, n'est-ce pas, qui s'abattent sur ce sommet au mépris des préoccupations sociales du peuple togolais, j'ai opéré un certain recul, c'est-à-dire que j'ai remis les choses dans leur contexte. Et que l'opposition togolaise, dans son ensemble, condamne, refuse de participer à ce sommet, moi, ne me choque pas. Ils sont libres d'y participer ou de ne pas participer. Mais la question qui se pose est de savoir, est-ce que l'organisation d'un tel sommet nécessite autant de mobilisation de milliards? C'est ça qui, moi, me choque. Bon, on nous dit, oui, il y aura des retombées. Mais je veux bien. Mais le problème, c'est que tout est dans la mesure. Quand on aligne avec rutilance autant de berlines, autant de choses, est-ce que cet argent, avec les 13 milliards, on ne pouvait pas construire un hôpital digne de ce nom à tous les gens dans ce pays qui meurent des maux de tête, de n'importe quoi? C'est ça qui me choque. Sinon, je ne suis pas fondamentalement contre ce sommet, mais bon, je mets quelques réserves. Sir Adomayakpo, vous venez tantôt de parler de retombées par rapport à ce sommet. Alors, selon vous, quelles peuvent être les retombées, surtout économiques, après ce sommet sur la sécurité maritime? Écoutez, je me pose d'abord des questions sur ce sujet, parce qu'on nous parle d'économie. Immédiatement, moi, il y a trois choses qui me viennent à l'esprit. Dans l'économie bleue, il y a évidemment toutes les activités portuaires, il y a la pêche. Et puis, je suis désolé, je suis obligé de placer, moi, dans l'économie bleue aussi le tourisme. Pourquoi? Parce que nous disposons quand même de la mer. Mais il y a des questions qui se posent. Sur les activités portuaires, tout le monde peut constater que depuis quelque temps, il n'y a plus d'activité. Que les investisseurs ont quitté notre capitale pour aller s'installer au Bénin ou au Ghana. Pour ce qui concerne la pêche, est-ce que l'État offre une politique digne de ce nom à cette industrie? Non, d'abord, il n'y a pas d'industrie de pêche dans ce pays. Il faudrait quand même donner la possibilité à cette population de travail, leur donner les moyens de pouvoir vivre de la pêche.
C'est ça la question que je me pose. On parle de ce sommet, on parle d'une charte qui va réguler, etc., des choses. Mais le problème, c'est en amont qu'il faut voir les choses. C'est pas une fois que le sommet aura eu lieu qu'il faut voir les problèmes. Les problèmes doivent être à penser en amont. C'est ça les questions que je me pose. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des questions polémiques, mais ce sont des questions de responsables. C'est tout. Sir Adomayakpo, vous êtes au Togo, justement par rapport à ce sommet sur les réseaux sociaux. Des Togolais s'indignent surtout, des Togolais qui sont dans la diaspora, comme tous ceux qui sont restés également au Togo, s'indignent par rapport à ce sommet. D'autres parlent de 5 milliards, d'autres sources parlent de 13 milliards, alors que les hôpitaux sont dans un état comateux. Alors, dites-nous brièvement ce que ressent cette population qui a tant souffert, cette population qui a de la peine à avoir un repas par jour. Écoutez, je suis tous les jours, moi je ne suis pas un responsable politique qui reste enfermé chez soi. Tous les jours, je suis complètement immergé dans la population togolaise. Je peux dire que je hume le fumet de leur souffrance comme eux tous. Je n'ai jamais rencontré aucun Togolais qui me dit que pour lui, ce sommet est la panacée, que c'est la solution à ses problèmes. Parce que ce qui interpelle les consciences dans l'organisation de ce sommet, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une mobilisation massive de milliards de francs pour 4 jours de sommet. Certains disent 17 milliards. Disons entre 6 et 17 milliards. La marge, elle est considérable. Pendant ce temps, depuis que ce gouvernement, en tout cas depuis que M. Faure-Gnassingbé est au pouvoir, les Togolais peinent à se faire soigner. Ils peinent à envoyer leurs enfants à l'école, et je remarque au passage que la rentrée scolaire a été décalée. Tandis que les propres enfants de ces mêmes organisateurs de ce sommet sont déjà à l'école, puisqu'ils sont dans les lycées français, ou à British School, ou American School. Eux sont déjà en cours. Mais les enfants du Togolais de la basse commune, eux, ils sont toujours à la maison. Bon, alors, il faut savoir, dans une république, dans un État, il faut l'échelle de priorité. Personne n'est, a priori, contre un sommet. Mais tout est dans la mesure. Il faut savoir faire les choses de façon décente. Et puis, ce qui tourne autour de ce sommet, quand vous avez des gens qui se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir engranger des bénéfices, ils vont pouvoir mettre la main sur certains millions ou certains milliards au passage, c'est ça qui choque le peuple togolais. Ils sont complètement choqués dans leur âme par ce sommet qui est absolument à la démesure du déraisonnable. C'est ça qui choque les gens. C'est ça qui choque les gens. Ceux qui sont pour ce sommet, ils ont leur raison. Mais ceux qui ne sont pas pour ce sommet ont également leur raison, qui est justifié tout à fait par l'expression dépressive de ce qu'ils vivent. Eh bien, Sir Adomayakpo, nous avons contacté le ministre Robert Doucet qui a affirmé dans une interview que l'État ne va pas vider la caisse pour organiser ce sommet. Malheureusement, le ministre Robert Doucet n'a pas eu le temps de répondre à nos questions. Il nous a promis de nous revenir d'ici lundi, vivement que nous l'ayons dans une interview exclusive par rapport à ce sommet pour avoir également la version du gouvernement. Alors justement, parlant toujours de ce sommet sur la sécurité, et on entend ici et là que le gouvernement a mobilisé les médias internationaux. Est-ce que les médias, vous qui êtes à Lomé, renseignez-nous, est-ce que les médias sur place à Lomé bénéficient également voilà, de certaines publicités par rapport à ce sommet? Comment réagissent la presse togolaise à Lomé par rapport à ce sommet, Sir Adomayakpo? Et la presse togolaise dans son ensemble, je crois qu'il y a une division, ils sont divisés, elle est divisée. Il y a une partie, une proportion considérable quand même qui est pour l'organisation de ce sommet, parce qu'elle y trouve une certaine appétence à ce sommet, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et puis vous avez des gens qui font partie de cette même presse, qui trouvent que ce sommet est complètement en train d'interloquer les préoccupations premières des Togolais, qui ne sont autres que sociales. Donc vous voyez bien que aussi bien dans les partis politiques de l'opposition que dans les âmes privées des Togolais, aussi bien de la presse, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon qui pense aux priorités des Togolais, et puis il y a une autre façon qui pense à la gloire, à la grandeur du pays, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de la grandeur d'un pays quand la misère est plus grande que les espérances? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Et c'est la question que je me pose. C'est clair. Sur la balance, la misère, elle est plus considérable que l'espoir. Alors, est-ce qu'on peut parler de grandeur dans ces cas-là? Pas du tout, pas du tout. Et bien sûr, à Domayakwa, vous êtes avec nous en direct pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo, puisque vous êtes également analyste, consultant politique. Parlons d'autres actualités. Et depuis un certain temps, on parle des réformes politiques qui peinent à être opérées au Togo. Et d'aucuns disent que l'opposition togolaise ne dispose pas de rapport de force pour arracher ces réformes. Alors, est-ce vrai que l'opposition togolaise ne dispose pas de rapport de force, selon vous? D'abord, en ce qui concerne les rapports de force, vous savez que les rapports de force ne sont pas exclusifs à la politique. Dès lors qu'il y a une société, une organisation humaine, il y a toujours des rapports de force, parce que ça fait partie des composantes essentielles à la négociation dans tout ordre d'organisation sociale humaine. Mais pour une extrapolation à la politique, l'opposition togolaise, évidemment, sur le plan du rapport de force, ils lui sont défavorables. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un problème d'unicité de l'action qui n'est pas du tout évident en son sein, et que, par surcroît, elle a du mal à unifier sa stratégie globale de la conquête du pouvoir. Et puis, dans un contexte démocratique, on peut parler d'un rapport de force sain, c'est-à-dire que c'est la population, c'est le peuple qui installe ce rapport de force par des influences populaires, électorales. Mais dans le cas particulier de notre pays, quand on sait que les institutions sont à géométrie plutôt dirigées vers le pouvoir, on ne peut pas espérer un rapport de force dans lesquels les institutions doivent être absolument neutres. Bon, maintenant voilà, la clé de ce rapport de force réside dans la population, dans le peuple, c'est-à-dire que c'est au peuple, permettez-moi le mot que je vais employer, c'est au peuple de manifester l'expression de sa propre exaspération pour équilibrer les choses, c'est-à-dire que si le peuple décidait demain que ça en était terminé, qu'il fallait plus s'occuper de lui, c'est-à-dire de ces questions essentielles qui concernent le social, les rapports de force se seront inversés. Parce que dans l'état actuel des choses, l'opposition ne peut pas compter sur un rapport de force qui lui est favorable. Elle pourrait lui être si le peuple se manifestait beaucoup plus bruyamment, ou en tout cas de façon beaucoup plus vigoureuse. Pardon. Vous venez tantôt de dire que jusqu'à présent, l'opposition togolaise n'a pas encore ce rapport de force-là, mais des observateurs soutiennent que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que l'opposition n'a pas ce rapport de force, selon vous? Oui, dès lors que j'évoquais tout à l'heure les institutions, puisque l'armée fait partie absolument des institutions de la République. Mais bon, il est d'avis global, général, de constater qu'il y a une certaine déviance de ces institutions à l'égard du pouvoir, c'est-à-dire elles ne sont pas tout à fait impartiales. Donc, quand on parle des élections et des élections, il y a toujours une suspicion qui est là parce que la CENI aurait une tendance majoritaire, et la Cour des constitutionnels pareil. Donc, on ne peut pas évaluer, politiquement parlant, les rapports de force en des termes absolument académiques. Et c'est pour ça que je dis, pour départager tout cela, parce que ça devient confus, il faudrait que le peuple, c'est-à-dire sorte de sa léthargie, c'est-à-dire de sa résignation, pour que les choses soient claires. Vous parlez tantôt du peuple, mais on l'a vu dans plusieurs manifestations, le peuple manifeste également sa volonté de sortir massivement dans les rues, mais tout de suite, il y a une répression sanglante suivie des blessés, des morts, ce qui fait que le peuple a peur de sortir dans les rues. Alors, comment le peuple peut-il contribuer véritablement à établir un rapport de force dans un combat démocratique? Vous savez, André Malraux parlait de l'esprit de sacrifice héroïque. Vous savez, lorsqu'il y a eu la résistance en France, chaque peuple a en son intérieur un esprit de résistance, c'est-à-dire de sacrifice de soi. Je ne demande pas aux gens de se sacrifier pour le plaisir de se sacrifier, mais il y a plusieurs façons de se sacrifier. Moi, ici présent, je suis capable de me sacrifier pour l'avenir de mes enfants et pour l'avenir de ce que je considère comme étant essentiel pour mon pays, bien entendu.
Mais tout le monde n'a pas cette approche des choses. Mais il faudrait absolument que le peuple togolais distingue deux choses. Quand on est, c'est aux parents de se sacrifier pour l'avenir de ses enfants. Si le parent s'abrite derrière ses peurs, le malheur demain pour ses enfants, les souffrances que demain les enfants vont subir, vont endurer, seront 10 000 fois plus que celles que le parent lui-même endure. Donc il faut savoir, c'est une question de réflexion personnelle, il faut savoir ce que l'on veut, il faut s'en donner les moyens de ça. C'est tout. Et de toute façon, comme on dit en Mina, et pardonnez-moi cette expression parce que je ne sais pas comment le dire en français, en Mina, on dit si le peuple togolais décidait demain que c'en est terminé, maintenant, nous voulons que notre destin national soit absolument la priorité des priorités, c'est-à-dire l'école, les problèmes de santé. C'est ça qui importe les Togolais. Ce sont les problèmes de santé, ce sont les problèmes d'école, ce sont les problèmes de pouvoir d'achat. C'est ça, quand vous pensez que le petit poisson qu'on appelle le délit, que jadis tout le monde pouvait acheter à bon marché, aujourd'hui plus personne, en tout cas la basse commune ne peut plus l'acheter. Pourquoi? Parce que la vie est devenue chère, il y a un problème de vie chère qui est là. Pour moi, ce sont les trois problèmes essentiels qui préoccupent les Togolais. Et qu'on ne vienne pas me raconter des sommets sur le sommet qui va avoir des retombées économiques, etc. De toute façon, les économistes, les vrais, ceux qui sont objectifs, mesureront les avantages et les retombées économiques de ce sommet, qui aura coûté au passage entre 13 et 17 milliards de francs. Est-ce que notre pays, dans la situation économique qui est la sienne, peut se permettre de dépenser en 4 jours 13 ou 17 milliards de francs CFA pour un sommet? On va me dire, oui, mais il y aura des petits jobs pendant quelques jours. Oui, mais très bien, pendant quelques jours. Mais après le sommet, les hôtels vont refermer parce qu'il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent dans les hôtels. Ici, les hôtels vont refermer leurs portes. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qui est choquant. Vous venez tantôt de parler du peuple qui est seul, est maître de son destin, mais on a du mal à comprendre si la population togolaise est consciente que le Togo va très mal. Donc on dit également que le pouvoir a appauvri cette population pour les dominer. Quelle est votre réaction par rapport à cela? D'abord, la domination de cette population, elle a une autre raison que moi je pense la plus crédible. C'est le problème de l'éducation. Quand vous avez un peuple dont une partie considérable ne s'intéresse pas à la lecture, ne lit pas. D'abord, pourquoi la presse togolaise est dans cet état? Parce que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. À partir du moment où les gens ne lisent pas, parce que les gens, d'une part, sont blasés, ils sont fatigués, parce qu'ils considèrent qu'il y a eu 25 ans de combat et que finalement, bon, Dieu fera. Ils disent Maoulaoué. Mais moi, je leur dis quelque chose, j'avais même publié quelque chose là-dessus. Maou ne le fera pas si vous ne mettez pas vous-même les choses sur les genoux, que Dieu vous les portera sur la tête. Ça n'est pas possible, c'est à vous de vous investir. Et le peuple, évidemment, est encapsulé dans une peur, ce qui fait que ce peuple n'arrive pas à s'échapper de cette peur. Et il appartient à tous les leaders d'opinion, à tous les journalistes, en tout cas à tous les démocrates, à tous ceux qui veulent que leur pays ait un pas en avance, de réveiller quand même ce peuple de sa torpeur. C'est le travail le plus difficile qui soit. Tous les plus grands discours n'y feront rien tant que le peuple restera dans sa résignation. Exactement. Eh bien, justement, CAP 2015, dans une tournée depuis une semaine pour sensibiliser le peuple, puisque CAP 2015 est conscient qu'il manque de sensibilisation. Alors, cette tournée de sensibilisation de CAP 2015 peut-elle provoquer l'accouchement des réformes auxquelles aspire le peuple, selon vous, Sira Adomayakor? D'abord, par principe, je ne m'en irai pas critiquer toutes les actions de CAP 2015. Pourquoi? Parce qu'il leur appartient de faire ce qu'ils jugent bon de faire. Bon. Mais seulement le problème, c'est que vous avez des gens qui disent « oui, mais la rue, ça ne marche pas, on demande aux gens de marcher, mais il n'y a pas de résultat. » Mais c'est un faux problème. S'il y avait 200 000 personnes dans la rue, les choses changeraient. Le pouvoir
se dirait attention, il y a 200 000 personnes, 300 000 personnes, donc il faudrait qu'on fasse attention désormais à la politique que nous menons. Mais s'il y a 3 000 personnes, il n'y a pas d'incidence, évidemment, sur l'invouloir affiché du pouvoir. Donc, ce qui nous ramène immédiatement aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, qui doivent être faites. Tant qu'elles ne seront pas faites, le Togolais, dans son fort intérieur, aura toujours l'impression que c'est l'invouloir qui gouverne ce pays. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire les réformes ? C'est pourtant facile à faire. Il y a eu les recommandations de la CDJR, il y a eu plusieurs recommandations, l'APG, etc. Pourquoi est-ce que les réformes ne sont toujours pas faites ? Si ce n'est l'invouloir, c'est-à-dire qu'on veut rester au pouvoir, on ne veut pas céder la place. Or, ce pays a besoin, qu'on le veuille ou non, d'alternance. Ce pays a besoin de changement. Imaginez que si c'était l'opposition qui était au pouvoir depuis bientôt 50 ans, est-ce que vous pensez une seconde seule que moi, je dirais que l'opposition doit être tout le temps au pouvoir? Non, il faudrait que l'opposition aussi comprenne qu'une qui serait dans la majorité, dans l'opposition, arrive au pouvoir un jour. C'est ça les rouages démocratiques. Il faut unir ces rouages-là, parce que là, la société elle est bloquée. Les mêmes ne peuvent pas être au pouvoir pendant 50 ans. C'est malsain pour la démocratie, en tout cas pour le système de rouage démocratique de notre pays. Sans quoi, nous n'avancerons pas. Si M. Faure Gnassingbé décidait demain de faire les réformes, il les fera, mais tant que lui n'a pas pris la décision de les faire, mais les réformes ne seront pas faites. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai conseillé à M. Faure Gnassingbé, publiquement, pas personnellement, puisque je ne le connais pas. J'ai toujours dit que si j'avais été à sa place, je ferais les réformes et je ne serais plus candidat à un 4e mandat. Parce que tout le problème est là. Tout le problème est là. C'est le problème de la remise du compteur à zéro qui pose problème. Parce qu'il y en a qui veulent lui concéder encore 2 mandats supplémentaires. Papa a fait 38 ans, le fiston fera 25 ans. Est-ce que ça vous paraît normal? Non. Il faut qu'il y ait une bouffée d'air, d'oxygène dans ce pays. Exactement. Et si Faure Gnassingbé n'était plus au pouvoir, rien ne l'empêche de revenir dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, je ne suis pas un improbateur décidé de ce que fait le gouvernement. Tout ce que fait le gouvernement, je ne suis pas d'instinct à dire que c'est mauvais. Si c'est bien, je le dis. Si c'est mauvais, je le dirai aussi. C'est clair, c'est clair. A priori, ça n'est pas bien. Exactement. Une dernière question rapidement sur Domaya Bord en direct depuis Lomé. La condamnation par contumace de l'opposant Alberto Lumpio, selon certains observateurs, relève de l'arbitraire. Alors, quel est votre avis sur la question et quelle analyse faites-vous du fonctionnement de la justice qui est tant décrié par beaucoup de Togolais? J'ai été directement confronté par voie détournée à la justice togolaise lorsque le grand citoyen de mon frère Pascal Boudona avait été arrêté. J'ai pu mesurer cette justice qui en réalité est une injustice d'État. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où l'égalité des droits de chacun, de chaque citoyen d'État n'est pas respectée, que l'institution judiciaire ne respecte pas le droit inaliénable de chaque citoyen, la question se pose de savoir est-ce que le Togo est encore un pays qui appartient à tous les Togolais? La justice ne peut pas être le jouet, la propriété d'une seule ou de certaines personnes. Comment voulez-vous qu'on se sente Togolais si la justice vous divise? Ça n'est pas possible. Le dossier de M. Lumpio, je ne le connais pas à fond, mais je suis certain que tous ces droits n'ont pas été respectés, parce qu'apparemment c'est un dossier qui aurait des interférences politiques. Mais je souhaite sincèrement que la vérité soit établie et que la justice passe dans les règles. Parce qu'a priori, M. Lumpio est un Togolais au même titre que tout le monde, il n'est pas de raison que la justice ne soit pas absolument neutre à son endroit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair. C'est tout. Parce que ce qui peut lui arriver, ce qui lui arrive peut m'arriver, peut vous arriver, peut arriver à tout le monde. Quand on est face à l'injustice, dont on imagine que c'est la justice, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Et ça n'est pas normal. Ce sont des choses qui doivent changer.
Vous êtes en direct depuis Lomé. Vous avez vécu très longtemps dans la diaspora togolaise, notamment en France. Et face à la situation sociopolitique au Togo, la diaspora s'interroge et s'implique également. La diaspora ne reste pas indifférente face à cette situation. Quel est votre mot à l'endroit de cette diaspora qui est nombreuse à l'écoute de cette émission panafricaine? Cette diaspora dont on peut dire que je fais partie, puisque je vis toujours, je viens bien sûr à Lomé, mais je suis en France depuis au moins plus de 40 ans. Je connais, d'abord, il y a quelque chose, moi, qui me choque. Est-ce que des citoyens d'État, c'est-à-dire des citoyens togolais qui sont à l'étranger, n'ont pas droit de voter, n'ont pas droit de s'exprimer lors des élections présidentielles, législatives, quelles que soient les élections? C'est le premier droit qu'on doit leur donner, non pas leur donner, mais c'est leur droit d'autorité. Il faudrait que les membres de la diaspora disposent du même droit que ceux qui sont sur le territoire togolais. Ça, c'est la première des choses. Et je voudrais leur dire ceci, de ne pas perdre espoir, de rester mobilisés. C'est-à-dire que le combat dont il est question, ce n'est pas un combat pour chasser Pierre, Paul et Jacques, c'est un combat pour unir toutes les déterminations afin que le destin national trouve tout son éclat. C'est ça. Et je leur demande de ne pas continuer des fois de s'imaginer que c'est perdu. Non, ça n'est pas perdu, parce que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de tous pour que ce combat trouve quand même résidence un jour dans l'éclat de toutes les espérances de tous les citoyens d'État de ce pays. Et je leur salue, je les salue, vraiment du fond du cœur. Courage à eux et qu'ils soient déterminés. Demain sera un autre jour. Demain sera un autre jour. Le mot est lâché. Sir Adomayakpo, merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Vous êtes analyste, consultant politique, concepteur de la place chez vous. Lomé. Bonsoir.